La politique, c'est un mot qu'on a tous à la bouche, n'est-ce pas? On a l'impression de savoir exactement ce que ça veut dire, et pourtant, dès qu'on essaie de mettre une définition précise dessus, eh bien, ça se complique sérieusement. C'est un peu comme un mirage, ça semble très clair de loin, mais plus on s'approche, plus ça devient flou. Alors voilà, la question est posée, toute simple en apparence, qu'est-ce que la politique au fond? L'idée ici, ce n'est pas d'arriver avec une réponse toute faite, une définition de dictionnaire, non. On va plutôt déconstruire ça ensemble. On va explorer ce terrain qui est, on va le voir, fascinant et même plein de paradoxes. Et justement, pour commencer, on va plonger direct dans le grand bain avec un premier paradoxe, et il est fondamental. C'est le philosophe Charles Ramond qui met le doigt dessus. Au moment même où on essaye de donner un but à la politique, eh bien, on la supprime. Ça a l'air fou, dit comme ça, c'est totalement contre-intuitif. Mais on va voir que cette idée, elle est d'une logique implacable. Prenons un exemple, c'est tout simple. Disons que, voilà, on décide que le but de la politique, c'est la richesse pour tous. D'accord. Mais alors, la politique devient de l'économie, purement et simplement. Les experts, les économistes prennent le relais. Autre exemple, si on dit que son but, c'est la sécurité, eh ben, elle se transforme en maintien de l'ordre, une affaire de police, d'armée. C'est systématique. À chaque fois qu'on lui colle une étiquette, un but précis, elle s'efface et laisse la place à autre chose. Alors, pour y voir un peu plus clair, la première chose à faire, c'est de délimiter son territoire, de tracer ses frontières. En gros, la meilleure façon de comprendre ce qu'est la politique, c'est peut-être de commencer par dire ce qu'elle n'est pas. Et pour ça, le philosophe Paul Ricoeur nous propose une sorte de carte, un schéma très éclairant. Pour lui, la vie en société, c'est l'intersection de 3 grands domaines. D'abord, il y a l'économique, tout ce qui touche à la production, à nos besoins matériels. Ensuite, le politique, comment on s'organise pour vivre ensemble. Et enfin, l'éthique, la sphère de nos valeurs, de la morale. Ce qui est vraiment crucial ici, c'est de comprendre que pour Ricoeur, le politique est un monde à part. Il a sa propre logique, ses propres règles du jeu. Il insiste beaucoup là-dessus, notamment pour s'opposer à une vision, disons, plus marxiste, qui verrait la politique comme une simple conséquence de l'économie. Pour Ricoeur, c'est non. La politique est autonome, elle a sa vie propre et ses propres maladies aussi, ses pathologies comme il dit. Bon, maintenant, on va aller encore un cran plus loin. On va aborder une pensée beaucoup plus radicale, celle de Spinoza. Et avec lui, le prérequis pour comprendre la politique, c'est de faire quelque chose de très très difficile. C'est de mettre de côté la morale, nos jugements sur le bien et le mal. Cette phrase résume absolument toute sa démarche. Pour Spinoza, il faut observer les actions des hommes un peu comme un scientifique observe un phénomène naturel. Un physicien qui étudie la chute d'une pierre ne se demande pas si la pierre fait bien ou mal de tomber, il cherche juste à comprendre les lois qui la font tomber. Eh bien, Spinoza, c'est pareil avec la politique. Il ne veut ni rire, ni pleurer, ni maudire. Il veut juste comprendre. Et ce qu'il découvre, ce mécanisme fondamental, on pourrait l'appeler la loi du compte. Et là, attention, parce que l'idée est vraiment vertigineuse. Pour Spinoza, le droit, ce qui est juste, ça ne tombe pas du ciel. Ça ne vient ni de Dieu, ni d'un grand principe de justice avec un grand J. Non, le droit, c'est tout bêtement la puissance, rien de plus. C'est une simple question de calcul, une arithmétique du pouvoir. Leur raisonnement est d'une simplicité presque mathématique. C'est limpide. Un individu seul a une certaine puissance, et donc un certain droit qui correspond à cette puissance. Maintenant, si 2 individus s'unissent, ils mettent leurs forces en commun. Leur puissance combinée est plus grande, et donc leur droit l'est aussi. C'est aussi direct, aussi brutal que ça. Le droit, ce n'est rien d'autre que la mesure de la force d'un groupe. Forcément, la conclusion, elle est radicale. Ça veut dire que dans le monde politique, une décision n'est pas bonne parce qu'elle est morale, elle est bonne, ou plutôt elle devient le droit, parce qu'elle a le soutien du plus grand nombre, parce qu'elle a la force derrière elle. La politique devient alors un espace complètement neutre moralement, un champ amoral. N'importe quelle décision peut devenir la loi du moment qu'elle rassemble assez de puissance. Ok, d'accord. Mais alors, si la politique, ce n'est qu'un rapport de force, un calcul de puissance sans morale, la question qui vient tout de suite, c'est « mais alors, à quoi ça rime? Quel est son but final ?» Et là, c'est fascinant de voir que même Spinoza semble hésiter. Il n'a pas l'air d'avoir une réponse toute faite. Dans un de ses grands traités, il dit que le but de l'État, c'est la liberté. Et puis, dans un autre, il écrit, noir sur blanc, que la vertu de l'État, c'est la sécurité. Alors, contradiction? Pas du tout. Ce flottement, comme disent les spécialistes, c'est en fait un indice capital pour comprendre ce qu'est la politique. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Le but de la politique, en fin de compte, ce n'est pas la liberté, ni la sécurité, ni la richesse, non. Son véritable but, son unique finalité, ce qui la rend si spéciale, c'est de préserver notre capacité collective à choisir nos buts. Et, point crucial, à pouvoir en changer quand on le décide. La politique, au fond, c'est ce qui nous garantit la liberté de décider, ensemble, ce que nous voulons devenir.
Pour boucler la boucle, on va faire appel à un autre grand penseur, le sociologue Max Weber. Il nous offre un outil conceptuel parfait pour résumer toute cette tension, pour comprendre pourquoi la politique est et sera toujours un lieu de tiraillement, de conflit. Alors, Weber, il distingue deux types de morale, deux éthiques qui sont en permanence en conflit en politique. D'un côté, il y a ce qu'il appelle la morale de conviction, c'est la morale des grands principes, de l'idéal. On agit selon ses valeurs, quoi qu'il en coûte, sans se soucier des conséquences. Et de l'autre côté, il y a la morale de responsabilité. Là, c'est l'inverse. C'est l'éthique du concret, du réalisable. On pèse les conséquences de chaque acte, même si ça veut dire faire des compromis, se salir les mains, comme on dit. Et ça nous amène à cette formule, une formule choc de Weber, que Ricoeur aime citer. La politique, dit-il, casse l'éthique en deux. C'est exactement ça. Elle nous oblige à vivre dans cet entre-deux, à naviguer entre ces deux pôles. On ne peut pas faire de politique en étant juste un saint, guidé par ses convictions pures. Mais on ne peut pas non plus être un simple cynique qui ne pense qu'aux conséquences. L'essence même de la politique, c'est de tenir debout dans cette fracture. Alors, si on fait le bilan de ce parcours, on est parti de l'idée que donner un but fixe à la politique, c'est la faire disparaître. On a vu qu'elle forme un espace autonome, qui n'est ni l'économie ni la morale. On a compris que son moteur, c'est un calcul de puissance, pas de valeur, que sa mission la plus profonde, c'est de préserver notre liberté de choisir nos propres missions. Et pour finir, on a vu qu'elle est définie par cette tension, ce tiraillement permanent entre l'idéal et le possible. Et on se quitte donc avec cette question, qui reste ouverte. La politique, au final, c'est quoi? L'art du possible? L'art de gérer le réel avec ses contraintes, ses rapports de force? Ou bien est-ce la quête de l'impossible? Cette tentative sans cesse renouvelée de faire exister un idéal, de chercher la justice, même quand elle paraît hors d'atteinte. La réponse? Eh bien, peut-être qu'elle est dans la question elle-même, dans le fait de ne jamais arrêter de la poser.